rivière pleinement vivante, elle a des milliers de verbes d'action. Elle peut accélérer, mais elle peut ralentir, elle peut percoler, elle peut s'infiltrer, elle peut remonter, elle peut ramifier, elle peut revenir en arrière pour faire des étangs, elle peut faire des marques. C'est infini. Et vous savez, chacun de ces types de flux, corrélé à un substrat, que ce soit le l'humus, différentes granulomètries de sol, ça fait un habitat. La rivière n'est pas arrêtée par le bois, elle est accompagnée par le bois. En fait, ces ouvrages ne sont pas des barrages, ce sont des ralentisseurs pour l'eau. C'est comme une chevelure après la douche. Ça continue à goutter pendant des heures parce que la goutte est capturée par le rondin. Ensuite, elle va suivre le long de l'écorce. La viscosité de l'écorce est supérieure à la viscosité de l'eau. J'adore voir les scientifiques et ingénieurs persuadés d'être le sel de la terre et d'avoir rien à apprendre de personne se mettre petit à petit à l'école d'un rongeur qui a un cerveau de la taille d'une noix. Pour cette dernière partie de la série Réensauvager la ferme, nous sortons justement de la ferme. Car le réensauvagement ne peut avoir lieu dans notre ferme si nous n'agissons pas à une autre échelle, celle du territoire qu'hydrate la rivière. Je vous propose d'écouter Baptiste Morisot et Brice Lemaire sur le terrain, sur la Véhore, rivière choisie pour être régénérée en mimant les forces naturelles. Je remercie Agnès Poirier de m'avoir donné cet enregistrement, car je ne pouvais pas être présente à cette visite. Du fait du vent, j'ai dû couper certains segments que j'ai remplacés par ma voix. Ça, c'est un truc aussi hyper étrange. Nous, on a une très grande amnésie environnementale parce que ça fait 8 siècles qu'on a éradiqué, en particulier les castors, qui sont les grands ingénieurs de beaucoup de ces milieux-là. Donc on ne sait pas à quoi ressemblait une rivière pendant les 8 millions d'années où ils étaient là. C'est en fait une rivière française dans son état pleinement vivant et fonctionnel. Elle est multichenalisée, elle a plein de chenaux. Elle ressemble à une rivière en tresse. On appelle, c'est pas des tresses parce que les tresses, ça implique un type de débit sédimentaire spécifique avec une granulométrie spécifique. On appelle ça des rivières anabranches. C'est des rivières qui sont multichenalisées. Et nous, on a monochenalisé toutes les rivières. Pourquoi? Parce qu'on voulait la terre. Et donc, deuxième symptôme de maladie, paradoxalement, une rivière avec un seul chenal. Et troisième symptôme de maladie, là on le voit assez bien, c'est la diversité des types de flux. Ce que nous on appelle des verbes d'action de la rivière. Là vous voyez, il y a quasiment un seul type de flux, c'est accélérer tout droit. Accélérer tout droit, c'est le verbe qu'on a favorisé dans toutes les rivières, parce que ça permet de les drainer, d'évacuer. Et quand on évacue l'eau, on assèche le territoire et on peut faire les villas et faire de l'agriculture. En vérité, une rivière pleinement vivante, elle a des milliers de verbes d'action. Elle peut accélérer, mais elle peut ralentir, elle peut percoler, elle peut s'infiltrer, elle peut remonter, elle peut ramifier, elle peut revenir en arrière pour faire des étangs, elle peut faire des marques. C'est infini. Et vous savez, chacun de ces types de flux, corrélé à un substrat, que ce soit le l'humus, différentes granulométries de sol, ça fait un habitat. Les habitats en rivière, c'est toujours un certain type de verbe de l'eau en lien avec un substrat. Et là, en fait, alors que la rivière, normalement, elle peut en avoir 1000, et ben, elle en a plus que quelques-uns, 2 ou 3. Donc c'est simplification des types de flux. Voilà, troisième symptôme. Incision, monochenalisation et simplification, homogénéisation des habitats par réduction des types de flux. Ça, c'est les problèmes que nous, on peut essayer de traiter avec les approches qui nous animent et qui sont, dont l'originalité, vous allez voir, c'est qu'elles sont low-tech. Low-tech, low carbone, c'est-à-dire pas d'excavatrice. Le seul engin à pétrole qu'on se permet, c'est les tronçonneuses. Là, on a une règle, c'est seulement avec des outils portables par des humains. Baptiste vient de présenter les symptômes de maladie de la rivière près d'un site où la rivière n'est justement pas en très bonne santé. Et si vous alliez observer les rivières près de chez vous et vous amuser à observer si les symptômes de maladie de la rivière sont présents? 1. L'incision. 2. La monochenalisation. Et 3. La réduction des types de flux d'une rivière. Puis, Baptiste explique l'action du castor. En quelque sorte, permettre à la rivière de se régénérer elle-même et ainsi, peu à peu, observer des symptômes de bonne santé de la rivière. Castor Fiber, un castor constructeur en Europe, il construit des barrages depuis au moins 8 millions d'années. Simplement, ça fait entre 8 siècles et 5 siècles qu'on l'a éradiqué, donc on a
on est dans une amnésie totale à l'égard de ce à quoi ressemblaient les milieux dans lesquels la faune et la flore des rivières ont coévolué pendant des millions d'années. Et donc l'une des logiques, c'est de mimer l'activité des castors sur le cours d'eau pour faire face aux 3 problèmes. Premier problème, premier symptôme de maladie dont j'ai parlé tout à l'heure, l'incision. L'incision, c'est quoi? C'est la rivière qui relocalise son pouvoir érosif sur le matelas alluvial, sur le sol, qui l'arrache et qui se vampirise et qui se creuse. Dès l'instant où, comme les castors, on construit des ouvrages, on ralentit le flux et surtout, tout le sédiment qui est érodé en amont vient se déposer dans l'ouvrage et ce faisant, il agrade le matelas alluvial de la rivière et donc elle remonte toute seule. La technique classique alternative aujourd'hui, c'est, je ne veux pas être trop critique, mais bon, c'est de remplir des 38 tonnes de gravats, de leur faire 100 à 500 km et d'aller balancer le matériau dans la rivière pour essayer d'aggrader le matelas alluvial. Le problème, c'est que régulièrement, la première crue biennale, tout ça se retrouve 50 ou 100 km plus bas. Et puis, ça a un coût carbone qui est absurde. Enfin, on ne pourra pas restaurer ni guérir les rivières en allant balancer des tonnes de sédiments au camion. Il faut aller les chercher quelque part. Et en pariant, il faut aller les chercher quelque part. Là, la beauté de la chose, c'est que en fait, c'est à nouveau la rivière qui fait le travail de sa propre guérison. Et donc, spontanément, elle va déposer du sédiment. Ici, la rivière, avant qu'on travaille, ressemblait exactement à ce que je vous ai montré plus bas. Et le lit était 30 cm plus bas. Et là, vous voyez tout le dépôt au fond, c'est du dépôt sédimentaire généré par les dispositifs humains. Dans certains contextes, on a 1 mètre de guérison d'incision spontanément en 1 an. Plus haut, on vous montrera. La rivière, elle est remontée, son sol, hein, je ne parle pas de la lame d'eau, je parle du sol de la rivière, est remontée d'1 mètre en 1 an. C'est des moyennes d'aggradation qui sont documentées scientifiquement dans les contextes américains. Deuxième symptôme, la monochonalisation. Alors ça, c'est vraiment notre idéal, c'est notre recherche, c'est notre obsession. Les castors favorisent constamment des chenaux secondaires, ils réouvrent des chenaux secondaires, ils les maintiennent ouverts toute l'année. Ils ont fait ça dans toutes les petites rivières. Souvenez-vous que les castors travaillent que sur les rivières de 1 à 3 sur l'échelle de Strahler. Donc on ne parle pas de la Drôme, on ne parle pas du Rhône. On parle du chevelu des rivières, mais ça fait quand même 90% de la longueur de linéaire des rivières françaises. En construisant ces ouvrages, ils favorisent l'ouverture de chenaux secondaires. Là, vous en voyez un. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'en fait, on piste des chenaux secondaires, on piste des rivières mortes. Donc on passe dans la forêt et on trouve les indices géologiques résiduels qu'une rivière a vécu ici et qu'elle est morte, son fantôme. Souvent, là j'en vois pas, mais on vous en montrera. En fait, c'est tout simple. On voit il y a un résidu géologique du tracé de la rivière. Parfois, on peut pister les intrados et les extrados. Vous savez que la rivière, elle érode différemment en fonction des méandres. Et puis, parfois, on a aussi des espèces bioindicatrices dedans. Parce que, comme il y a encore une forme de rivière, il y a un point bas. Et donc, au moment des pluies, il y a un écoulement qui se localise là. Et on a les espèces les plus hygrophiles qui sont précisément dans ces points-là. Donc là, d'un point de vue strict de régénération du milieu, nous on est all-in, il n'y a pas de problème. Si on peut rendre ça à la rivière, on ira. Mais il y a des enjeux humains. Et on a décidé d'une approche pour l'instant non conflictuelle. Parce que vous sentez de quoi je parle depuis le début. Et on ne va pas faire semblant que c'est pas bien l'emploi, c'est le foncier. On ne parle que de foncier. On a pris de la terre aux rivières et la question c'est, est-ce que les risques actuels de sécheresse, d'inondation, de feu, du changement climatique sont suffisamment effrayants pour amener à une civilisation obsédée par la prise de terre à restituer un petit peu à d'autres entités. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on piste ces chenaux et une fois qu'on a trouvé des chenaux fantômes, on va essayer de les ressusciter. Pour ça, on va simplement relever la lame d'eau et l'eau est repartie. Et elle a créé une magnifique zone avec une rivière complètement à fleur de terre, puisque là il n'y a pas d'incision, avec des nappes d'eau, avec des milieux très originaux, sur une très grande longueur. Et on a fait pareil de l'autre côté, il y a 130 mètres de chenal secondaire qui a été ressuscité. Donc c'est des petites rivières latérales. Et le troisième symptôme sur lequel on travaille, j'ai évoqué la simplification des aires d'action de l'eau, des types de flux, et donc des habitats. Et là, c'est pas forcément très spectaculaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais si quand même vous le sentez, il y a beaucoup plus de types de flux et de rapports flux-substrat
que sur la semelle colmatée calcaire que je vous ai montré plus bas. Avec des eaux qui ralentissent dans la mare et ça fait des habitats optimaux pour certains moments de l'histoire de vie de plein d'espèces. Des eaux qui accélèrent et qui s'oxygènent dans l'ouvrage, des contre-courants, des percolations, des infiltrations. Il y a un flux qui passe sous le barrage qui va faire un habitat spécifique pour une partie de la faune stygovie. C'est ces arthropodes avec crustacés transparents et qui ne voient jamais la lumière du soleil. À la ressortie, à la remontée, le flux qui remonte, il fait dans le sol, il fait un habitat pour un autre cortège de cette faune-là, qui est quasiment pas documenté, qu'on connaît très peu. Un peu plus loin, Brice explique la chronologie et la philosophie du travail de régénération de rivières. En gros, 2 sessions d'une journée de chantier participatif à 10, accompagnées d'un spécialiste, puis quelques sessions d'une demi-journée, séparées de plusieurs semaines, plusieurs mois, pour observer la réponse de la rivière et adapter l'action humaine. Construire, ou plutôt co-construire avec la rivière, demande de l'écoute, de l'observation, du lâcher-prise, ne pas avoir d'attente, se laisser surprendre. C'est ce que je réalise en écoutant Brice expliquer comment ils ont dialogué avec la rivière. En gros, on ne creuse pas de canal. C'est la rivière qui fait son chemin. Quand on a trouvé un chenal, il nous semblait totalement inaccessible. On se disait que la rivière ne pouvait pas venir ici. Ça a commencé par un tout petit filet. On observait ce filet, la rivière avançait devant nous. À un moment, elle disparaît, quelques heures après, elle réapparaît. Tu reviens une pluie après, le chemin s'est agrandi. Et Baptiste complète. Pour ne pas forcer le milieu, on ne dessine jamais les chenaux secondaires. Dans les bureaux d'études, les ingénieurs hydromorphologues sont spécialisés pour calculer les méandres optimaux et les creuser au tractopelle. Nous, tout ce qu'on fait, c'est remonter la rivière pour qu'elle choisisse le chenal optimal. Pour voir à quoi ressemble un chantier, je vous conseille chaleureusement la vidéo Régénération low-tech de rivière sur la chaîne YouTube de Suzanne Ski. Le lien est en description de l'épisode. Ici on est en moyenne à 1 mètre cube seconde et on est passé à 10 mètres cubes seconde sur quelques minutes et des heures à 5 mètres cubes seconde, donc x 10 en débit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, alors ça arrive, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas des castors encore, et donc, voilà, il y a cette fois-là, il y a cet ouvrage-là qui a dit, la rivière a dit, nous a fait comprendre que celui-là, elle trouvait qu'il n'était pas très nécessaire. Et donc, en fait, elle l'a renvoyé dans celui-là. On a eu quelque part l'effet attendu encore meilleur. En fait, les chenaux secondaires ont été encore plus abondés. Et donc, elle nous a dit, bah, c'était pas mal votre idée, mais on vous propose de renforcer celui-là. Une personne pose la question de l'acceptation sociale de ce genre d'ouvrage. La petite équipe s'est profondément questionnée sur ce sujet essentiel. Baptiste commence en expliquant que ce site est privé et que tous les propriétaires ont donné leur aval. Et que ce n'est pas en parlant de biodiversité ou de restauration de rivières que ça prendra, car tout le monde s'en fiche. Mais si on parle de changement climatique, de sécheresse, de méga-feux, tout de suite, on t'écoute. On va chercher le plus gros dragon. Et on dit sécheresse, inondation, méga-feu. Il s'avère que nous, on connaît des techniques low-tech, non intrusives sur le milieu, qui coûtent rien et qui produisent des effets scientifiquement documentés pour limiter les sécheresses, limiter les méga-feux et limiter les inondations, et qui donnent de l'eau à tout le milieu et potentiellement aux usages humains. Vous dites quoi? Le problème, c'est quelle est la peur la plus intense. Et il y a quelque chose de très puissant aussi dans la question de la sécheresse qui, moi, me fascine. C'est qu'en fait, la sécheresse, c'est un trauma qui traverse la barrière des espèces. C'est-à-dire, les gens, même s'ils n'ont aucun regard naturaliste, aucune compétence, tout le monde reconnaît, malgré le fait qu'on s'est séparé de la lignée des végétaux depuis des centaines de millions d'années, reconnaît un végétal stressé par la sécheresse. Sur le potager, sur les plantes d'appartement, on sent, c'est quand même fascinant, qu'on ait une empathie à travers ces centaines de millions d'années de séparation. Un milieu stressé par la sécheresse, les gens ils le sentent. Je sais pas, il y a quelque chose de très puissant dans le sentiment de destin commun. Moi je trouve que, j'ai beaucoup bossé sur ces questions, c'est un des rares endroits où les gens, pas concernés par le vivant, qui s'en foutent complètement, ils ressentent qu'ils ont un destin commun avec la prairie, avec le végétal, avec le milieu, avec les animaux. Et donc en fait c'est notre cheval de Troie pour être honnête.
Baptiste prend la parole pour expliquer la vie d'un ouvrage. C'est dans le cahier des charges que l'ouvrage cède. Cela fait partie de la vie de la rivière. Ce qui est fascinant, c'est les moments où, l'ouvrage ayant disparu, les processus qu'on a amorcés deviennent autonomes. J'ai travaillé sur des sites dans lesquels on monte une structure qui ouvre un chenal secondaire. Ça s'aggrade, puis une crue arrive, elle arrache la structure, mais le sol est aggradé. Et les chenaux secondaires restent. C'est de l'architecture éphémère. Nous, tout ce qu'on fait, c'est amorcer les processus. À ce stade, vous avez peut-être compris pourquoi on évite de parler de barrage. On parle d'ouvrage. Baptiste Morisot explique en quoi ces structures ne barrent pas l'eau. J'en profite pour dire ici que le 8 octobre 2024, c'est la sortie du livre de Suzanne Husky et Baptiste Morisot, « Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique » aux éditions Actes Sud. J'en profite aussi pour vous dire que l'ARA, Association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne, a déjà organisé une formation Régénération low-tech des rivières par les techniques Castor. N'hésitez pas à écrire à l'association pour être tenu au courant des prochaines formations. On ne communique pas dans le culte secret du dieu Castor, ni dans la croyance qu'il va sauver le monde. Et l'histoire elle est beaucoup plus pragmatique et à cet égard elle est très drôle. C'est que ça commence à Bridge Creek en Idaho, 2009, autour de Michael Pollock, Joe Wheaton, Nick Bouves. En fait, ils se rendent compte que les ouvrages Castor font les barrages de Castor font un milieu qui est beaucoup plus riche en termes biodives que la même rivière incisée, accélérée, simplifiée. Et donc ils se disent bon bah il suffit qu'on fasse comme eux. Mais c'est des ingénieurs, des scientifiques, ils ont leur ego et ils commencent par dire bah, on va faire comme eux mais on va faire mieux qu'eux. Parce qu'en fait on est des humains et nous on connaît la technique, on est des architectes. Et donc ils vont commencer à construire avec alors ils disent bon il faut que ce soit pas trop cher, ils mettent du bois et ils font du fascinage. Le fascinage c'est un truc d'humain. Et première crue, c'est du tressage de saule. Une technique, mais c'est une technique qu'on trouve un peu chez les oiseaux, mais peu importe. Ils vont se dire, bah voilà, comme ça on optimise la quantité de matériaux. Les castors, franchement, ils sont pas très bons en termes d'optimisation. Ils mettent beaucoup trop de bois pour le peu d'effet que ça produit. On va pouvoir faire pareil et que ça coûte moins. Première crue, tu as les ouvrages castors d'un côté, les barrages de castors qui s'en sortent magnifiquement et les ouvrages faits par les humains qui sont arrachés. Et donc là, ils commencent à se dire, mais attendez, il y a un problème, enfin, qu'est-ce qui se passe là? Et première prise de conscience, bah, ils pensent comme des modernes. Nous, quand on veut arrêter un flux, on met un truc en perpendiculaire. Le problème, c'est quand vous mettez un truc en perpendiculaire, il prend la totalité de la vague, la totalité de la force. Et à côté de ça, ils regardent les ouvrages Castor, et ce serait marrant, quand on en fait, c'est tout le temps pareil. Les gens qui commencent, et même nous, franchement. En fait, au début, on veut mettre des troncs en perpendiculaire parce qu'on se dit ça va aller vite. Et vous voyez la différence entre j'ai une rivière qui passe là, entre mettre un tronc là et mettre 20 troncs là, bah, franchement, on a envie d'aller vite, quoi. Sauf que si je mets un tronc là, la rivière a la totalité de la surface du tronc pour pousser. Si je mets les troncs dans ce sens-là, la seule zone de poussée de la rivière, c'est la tête du rondin. Et deuxième point, la rivière n'est pas arrêtée par le bois, elle est accompagnée par le bois. En fait, ces ouvrages ne sont pas des barrages, ce sont des ralentisseurs pour l'eau. C'est comme une chevelure après la douche. Ça continue à goutter pendant des heures, parce que la goutte est capturée par le rondin. Ensuite, elle va suivre le long de l'écorce. La viscosité de l'écorce est supérieure à la viscosité de l'eau. Et donc, elle va générer elle accompagne l'eau au ralenti. On n'arrête pas l'eau. Si vous voulez arrêter une rivière, vous n'avez aucune chance. C'est un putain de dragon. Et à la première crue, elle n'est pas d'accord. Elle dit no way. Et nous, on l'a vécu avec Brice sur le. Je comprends pourquoi il vous a pas raconté ça. On était l'ouvrage plus bas qui vous a montré. Enfin, il vous a montré qu'il y avait un trou. On était là sous la pluie avec les ponchos au moment où la vague de crue est passée. On avait fait un ouvrage de 8 mètres de long, de 2 mètres de large avec les experts américains. Et on était là, et Brice il me dit, ça bouge. Je lui dis quoi, qu'est-ce qui bouge? Je savais même pas où regarder. Il me dit, attends, je crois que je fais un trip psychédélique, j'ai l'impression que ça bouge. Et regardez l'ouvrage, on a regardé l'ouvrage, ça bougeait pas. Et puis à un moment, l'ouvrage s'est soulevé, les 8 mètres s'est soulevé comme une porte, et s'est ouvert sous la vague de crue, au ralenti. Et alors là, on l'a bien bouffé pendant 3 minutes. 10 secondes, ça a duré 10 secondes. Ok, c'est réglé. Elle a arraché la totalité de l'ensemble. Et en fait, c'est là que c'est vraiment intéressant de se rendre compte. Nous, on appelle ça, c'est dialoguer avec des dragons en fait.
Ici, ça a l'air de rien, le dragon est endormi, on est à l'étiage. Ah ouais, on se dit on peut tout faire, hein. On peut mettre du bois, on va lui faire ce qu'on veut à l'arrière. Le problème c'est que quand elle se réveille, en une journée, elle est absolument... elle a une puissance qui est sans commune mesure avec la nôtre. Donc on va être obligé d'avoir une intelligence de la rivière. Et coup de bol, il y a quelqu'un qui fait ça depuis 8 millions d'années. Et qui n'a pas de pétrole pour ignorer les contraintes de la réalité. C'est les castors. Et donc, voilà, premier coup de génie, c'est le bois parallèle à l'eau qui permet de l'accompagner au ralenti. Deuxième coup de génie, c'est ce fameux ouvrage secondaire. Ça, au début, les ingénieurs américains ne le faisaient pas, les ouvrages étaient arrachés. Et en fait, les castors consistaient, et ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que dans les sites castors, il y a toujours un ouvrage, un deuxième ouvrage après le premier? Parce que le deuxième ouvrage protège le premier. C'est un peu contre-intuitif, mais ça s'appelle pillow effect, c'est ce qu'a décrit tout à l'heure Brice, l'effet oreiller. En fait, ce barrage, il crée une cascade. Cette cascade, elle érode le sol sous l'ouvrage, et donc à terme, elle l'arrache. Et donc on va lui faire un oreiller pour que la cascade tape dans un oreiller d'eau, plutôt que d'arracher le sol. Et pour faire un oreiller, on monte le niveau d'eau, on crée un deuxième truc. Ça, c'est une découverte castor. Alors les ingénieurs hydro l'ont aussi découvert, ça s'appelle fosse de dissipation quand on fait des grands ouvrages architecturaux. Et ça, moi, en tant que philosophe, vraiment, ça me plaît beaucoup parce que j'adore voir les scientifiques et ingénieurs persuadés d'être le sel de la Terre et d'avoir rien à apprendre de personne, se mettre petit à petit à l'école d'un rongeur qui a un cerveau de la taille d'une noix. Parce que ça, pour moi, ça commence à bruiter de changements assez profonds quand on arrive à toucher les dominants. Alors, du coup, moi, c'est Élise. J'ai toujours été très intéressée par le milieu naturaliste et par l'écologie. Donc, j'ai fait un BTS en écologie, en gestion et protection de la nature. Et ensuite, j'ai fait une licence pro en expertise naturaliste dans le sud. Donc je m'intéresse à plusieurs taxons. Donc, je m'intéresse aux oiseaux, je m'intéresse aux insectes, aux libellules, aux papillons, un peu aux coléoptères, et puis après les amphibiens, les reptiles, les chauves-souris, enfin vraiment tout. Et par rapport à la ferme, alors je l'ai connue en venant faire des inventaires naturalistes, pour améliorer les connaissances sur la ferme. Et puis plus j'évolue dans ma vie et plus je me dirige je m'intéresse à l'agroécologie, à la permaculture, un peu à l'autonomie, la sobriété. Et je trouve qu'au niveau de la ferme, c'est vraiment un lieu où on peut partager les notions à la fois de naturalisme et les notions justement d'agroécologie, écologie. Actuellement, moi, j'aspire à vivre sur un écolieu. En ce moment, je suis un peu sur un écolieu. À la fois, je travaille comme naturaliste et à la fois, je vis plus ou moins sur un écolieu. Et c'est vrai que ici, c'est deux notions qu'on retrouve. Donc, ça me permet aussi de voir d'autres choses, voir d'autres écolieux, rencontrer de nouvelles personnes, partager les idées. Puis voilà. C'est la 3e fois que je viens ici ou 4e fois, je ne sais plus trop. Mais à chaque fois, je rencontre des profils à la fois paysans qui m'apportent énormément de connaissances et des profils naturalistes des personnes qui connaissent des taxons que je ne connais pas du tout. Donc ça m'apporte vraiment des connaissances sur ce qui m'intéresse. Je ne saurais pas forcément citer des espèces. Mais en tout cas, à chaque fois, je suis très heureuse de revoir des espèces que je connais ou même voir certaines espèces de papillons que j'avais jamais vues auparavant. Des espèces de papillons, des espèces de chauves-souris, des espèces de libellules. C'est vraiment... c'est une diversité incroyable, je trouve. Alors, je m'appelle Laurent Hilléré. Je suis créateur, co-gérant, on va dire, de la ferme de Champandré, dans le Haut-Jura. C'est une ferme maraîchère qui a une dizaine d'années maintenant. En fait, donc je pratique du maraîchage diversifié de saison. Puis j'ai un atelier aussi de plantes aromatiques et médicinales que je distille pour faire des huiles essentielles et des eaux florales. Moi, je suis issu du milieu agricole. Donc, du coup, j'ai toujours baigné dans une ambiance, on va dire, proche du vivant, mais toujours orienté sur la production. Dans la famille, en fait, j'ai toujours été un peu, peut-être le plus écolo, rêveur, en fait, on va dire. Je me suis passionné assez tôt pour l'ornithologie. Mais du coup, j'ai toujours gardé cette sensibilité-là. J'ai fait des études
un peu pour. Et puis après, j'ai travaillé plusieurs années en tant que chargé de mission dans différents parcs naturels régionaux. Et en fait, j'ai toujours gardé cette espèce de truc un peu entre deux, passif agricole. Et puis, parce que dans mes relations de travail dans les parcs, en fait, c'était vraiment sur ces charnières en fait, entre agriculture et biodiversité. Donc en franchissant le pas de l'installation, en fait, après, bon, il y a quand même un certain nombre de contraintes ou de réalités, en fait, on va dire, qui font que à un moment donné, là, moi, il y a toutes mes racines agricoles en fait, qui sont remontées très fort et avec plus une concentration dans un premier temps vraiment sur la part, enfin, on va dire de la production, donc un côté vraiment plutôt paysan. Et puis bon, maintenant que les choses sont un peu plus installées, il y a quand même des trucs que j'ai pas complètement laissé de côté en fait dans ma relation vivant. Et là maintenant que j'aurais tendance à vouloir remettre encore plus en avant quoi, dans mon acte de production. Alors ce qui m'a le plus nourri et plu dans la journée d'hier, alors bon, faut pas se cacher, moi je suis pas venu vraiment là pour le côté inventaire naturaliste en fait, c'est plus l'ambiance générale qui m'intéresse en fait. Non, ce qui m'a vraiment botté hier, c'est la présentation de la ferme là, par Sébastien et Elsa. Enfin, ça fait plusieurs fois que je viens ici, je connais un petit peu, du coup je connais la ferme, et en fait je suis toujours assez impressionné par la façon dont ils ont de parler de leur métier. Cette façon de vulgariser la complexité de leur système. Et donc moi clairement je viens ici pour chercher une forme d'inspiration pour moi, pour la suite de ce que la suite a donné sur ma ferme. Je viens quelque part me nourrir un peu de tout ça, et puis de les exposer hier soir aussi par Baptiste Morisot, par Brice Lemaire là, au niveau sur les mâts d'hospitalité, enfin toutes ces approches en fait. À chaque fois, c'est en même temps très conceptuel, mais en même temps très pratique. Et moi, je sens que personnellement, j'ai besoin de ça aussi pour un peu m'élever dans mes pratiques au quotidien, quoi. Et voilà, cette série Réensauvager la ferme est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a fertilisé votre élan d'action pour le vivant. Si vous souhaitez encourager mon travail et me permettre de continuer à mettre en lumière des petits projets comme celui-ci, je vous invite à imaginer une rétribution sous la forme d'un don. Je laisse entrevoir cette possibilité, que chacune des 1000 personnes qui écoutera cette série reverse 2,50 € au podcast et 2,50 € à l'association Réensauvager la ferme, le prix d'un café ou de 6 œufs de la ferme du Grand Laval. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.